Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque mardi et de jeudi à partir des 18h30. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre rendez-vous d'aujourd'hui, une émission à bâton rompu dont nous parlerons de plusieurs sujets à la fois, entre autres sur l'insécurité en général, des enlèvements qui ont élu domicile ici dans la ville-province de Kinshasa. Des criminels ont été arrêtés, bon, s'il faut le dire, des présumés criminels ont été arrêtés. Les questions se posent si l'insécurité, cette insécurité va-t-elle continuer encore son parcours dans notre pays? Nous allons parler aussi sur la question, sur les questions électorales. Nous savons tous que Denis Kadima avait dit qu'il n'est pas à mesure d'organiser les élections dans le délai. Nous sommes en train de réfléchir. Est-ce qu'il aura le moyen plus tôt possible? Est-ce que ça sent les glissements? Nous aurons les éléments de réponse dans cette émission. Les arrestations aussi des opposants, parmi les sujets que nous parlerons. Et puis, il est certes que Martin Fayoulou s'était retiré, s'il faut le dire, il avait dit qu'il ne va pas déposer sa candidature face aux irrégularités constatées à la CENI. Mais le voilà encore reconsidéré, sa décision suite aux griefs présentés ont été résolus entre guillemets. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Maître William Tassa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Eh bien, je vais très bien et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Bienvenue à l'émission Actu 60. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes cadre du parti AADC de madame Kabena Adel. Comment se porte le parti? Eh bien, le parti se porte merveilleusement bien. Nous sommes en train de poursuivre la dynamique d'installation et de redynamisation du parti parce que, comme vous le savez, nous sommes à la veille des élections et donc dans tous les QG politiques, dans tous les quartiers généraux politiques, ça bouillonne. Et donc c'est dans cette dynamique-là que nous sommes en train de travailler nous aussi au sein de notre parti afin que les élections soient une moisson abondante, si on peut le dire comme ça. Nous rappelons que nous allons parler de son parti politique où il est cadre. Nous parlerons de l'idéologie, ainsi que de la vision de sa formation politique. Maître William Tassa, l'insécurité a élu domicile sur toute l'étendue de Kinshasa. À l'est, n'en parlons pas. C'est encore où? À Kwamout. Déjà, à partir de Batéké, il y a certaines populations sont en train de débarrasser les planchers parce que ça ne va pas. Et voilà, maintenant, ce sont des enlèvements. À quel état d'esprit recevez-vous cette situation? Eh bien, madame, c'est triste. C'est vraiment triste parce que notre pays ne mérite pas ça, n'est-ce pas? Le Congo ne mérite pas ce que nous sommes en train de vivre. Mais moi, en tant qu'élite, je suis en train de cerner la problématique dans un angle plus philosophique. Parce que je me dis, nous sommes à la veille des élections et voilà que l'insécurité est en train de vouloir gagner le pays. Et ça, c'est une première considération. Deuxièmement, comme vous le savez très bien, bientôt, dans une semaine, je crois, peut-être dans une dizaine de jours, notre pays va recevoir les Jeux de la francophonie. Est-ce que c'est tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, avec les enlèvements qui commencent à être comme un sport national, tout ça, ne faut-il pas le circonscrire dans un contexte d'un sabotage? Je ne sais pas, je réfléchis. Parce que comment est-ce possible en 2 semaines ou à la veille du démarrage des Jeux de la francophonie, on peut assister à une flambée d'insécurité à travers la capitale? Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont en train de vouloir saper l'image de la République. Ça, c'est ma compréhension des choses parce que je ne comprendrai pas que à une semaine du lancement des Jeux de la francophonie qui permettra à la RDC d'être à la une sur le plan international. Les projecteurs seront sur nous
Et je me dis qu'il y a certainement des gens, peut-être des Congolais aussi derrière, qui voudraient que le Congo continue à demeurer ce qu'il est aujourd'hui. Maître Willy Tchassa, gouverner, c'est gérer, c'est prévoir, c'est organiser. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un aveu d'impuissance du gouvernement en place? Je ne parlerai pas d'un aveu d'impuissance parce que l'insécurité n'est pas une invention congolaise. L'insécurité, il y en a partout au monde, même dans des pays développés. Mais ça ne peut pas être un prétexte parce que l'insécurité est partout, que nous vivions une telle insécurité dans notre pays. Quand même, c'en est de trop. Ce n'était pas ça ma pensée, madame. Je voulais simplement vous expliquer que, aveu d'impuissance, non, parce que les pouvoirs publics ont déjà pris à bras le corps la situation. Vous êtes sans ignorer que hier déjà, le tribunal de grande instance ou le tribunal de paix, je ne sais pas, mais du moins il y a des audiences foraines qui se tiennent déjà sur terrain dans l'enceinte du bâtiment de la territoriale. Et je ne vous dis pas combien de descentes, combien de barrières sont en train d'être érigées à travers la ville pour essayer de contrôler. Donc, dire que c'est un aveu d'impuissance, je ne pense pas. Mais il est un fait que la République est en train de traverser une étape difficile. Et ça, encore, moi je pense qu'il faut dire merci au chef de l'État. Parce que... En quoi faisons le remercier, qu'est-ce qu'il a fait? Non, le chef de l'État, depuis son avènement au pouvoir, nous avons constaté, nous tous, qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été mis à nu. Il y a beaucoup de situations que nous ne connaissions pas par le passé, mais qui ont été portées au grand public. Je vous parle, il y a par exemple des dossiers de 15 millions qui avaient fait sensation tout au début de son mandat. Donc il avait défendu lui-même qui est Isaac Cop, chef de l'État qui a légalisé la corruption. Isaac Cop, il a dit ça à l'étranger. Le chef de l'État ne l'avait pas exprimé en ces termes-là. Peut-être qu'il y avait... Non. Isaac Cop, il a dit même en lingala, Isaac Cop. Il a Rétrocommission Isaac Cop. Allez-y, maître Williams. Madame, expliquer un fait ne signifie pas le défendre. Il était en train d'expliquer le phénomène. Cela ne veut pas dire qu'il défendait ce phénomène-là. Il était en train d'éclaircir la situation pour que ceux qui peut-être ne sont pas au Congo comprennent ce que c'est. Mais ça ne veut pas dire... Vous ne pouvez pas dire d'un monsieur comme Félix Tshisekedi qui défend dès lors qu'il a redynamisé, par exemple, l'IGF. L'IGF qui existe dans ce pays depuis 1989, alors que durant le régime passé, pendant 18 ans, l'IGF était anesthésié pratiquement. Et c'est maintenant que le président Félix a donné les moyens qu'il faut pour que ces services puissent contrôler les finances publiques. Donc à un monsieur comme ça, je ne pense pas qu'il faille attribuer un aveu d'impuissance. Maître William Tchassa, vous avez vanté le chef de l'État depuis qu'il est là, il a mis à nu certains dossiers, mais vous reconnaissez au moins depuis qu'il est là, il y a de détournements de sommes faramineuses qui se font, plus que même à l'époque de Joseph Kabila. Est-ce que vous reconnaissez ça au moins? Madame, je voulais vous inviter... La sécurité s'est accentuée plus que même à l'époque de Joseph Kabila. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a dénudé? Ça, ce n'est pas vrai. D'abord, parlons de détournement. Je voulais vous inviter à une observation. Depuis que je suis jeune, j'ai grandi, je suis au Congo, c'est la première fois dans l'histoire de ce pays que des gens qui sont présumés détourneurs ou avoir détourné des fonds soient présentés devant un juge. C'est la première fois. Nous avons été ici au Congo du temps de maréchal de Mobutu. Il n'y en avait pas. Durant les 18 années passées du régime Kabila, il n'y en a jamais eu. C'est maintenant que les gens savent que si je prends l'argent public, je suis susceptible d'être traîné en justice. Ça, c'est une avancée. C'est maintenant que les gens savent aussi, lorsqu'on arrête une personnalité, ça sera juste une série, un théâtre de chez nous, elle ira en prison et puis après 2 semaines, elle sera acquittée. C'est maintenant. Non, madame, je pense qu'il faut... Les séries novella. Non, il faut vraiment... Le tombeau est vide, donc vous le savez. Kamera a été accusé, arrêté, acquitté. Le monsieur le DG de l'OVD qui a été arrêté, acquitté. Qui c'est? Jamal,
Arrêtez, acquittez les tombés. De quoi vous parlez, Maître William? Madame, vous êtes en train de vous adresser à un avocat et ça, c'est un domaine purement technique. Monsieur Vital Kamerhe, je n'ai pas mandat pour parler en son nom ou pour le défendre, mais les faits sont que Monsieur Kamerhe a été condamné au premier degré et acquitté en appel. C'est un scénario tout à fait possible en droit de procédure. Un théâtre de chez nous, hein? Je ne sais pas s'il faut aller sur ce terrain-là, mais en tant qu'avocat, je sais qu'il est possible qu'une personne soit condamnée au premier degré et acquittée en appel. Parce qu'entre-temps, les gens doivent comprendre, il y a une différence à établir entre la vérité judiciaire et la vérité sociétale ou sociologique. C'est différent. Ce que le juge a dit dans sa décision, c'est ce qu'on appelle la vérité judiciaire. On peut ne pas être d'accord. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui viole, le viol est punissable de 5 ans d'emprisonnement, n'est-ce pas? Mais cette personne, après avoir commis son forfait, disparaît. 5-6 ans après, elle refait surface. On met la main sur elle. Le monsieur, certainement, est déféré devant un juge. Le juge constate que les faits ont prescrit parce que 5 années après, vous ne pouvez plus poursuivre une infraction. Une telle décision, sur le plan de la société, ça peut déranger. Mais c'est ça la vérité judiciaire. Donc, M. Kamerhe a été condamné au premier degré et acquitté en appel. Je préfère qu'on reste sur le principe. Okay. Et je n'étais pas avocat dans ce dossier, donc je préfère ne pas entrer dans le fond du dossier. Revenons par rapport à cette question de l'insécurité. Voilà. L'insécurité, madame, je suis en train d'essayer de vous expliquer que dans ce pays, l'insécurité a commencé il y a longtemps, n'est-ce pas? Le régime Kabila, par exemple, M. Kabila, lorsqu'il arrive au pouvoir en 2001, il a trouvé la guerre à l'est du pays. Parce que la guerre a commencé au mois d'août 1998. 18 années après, le président Kabila nous a légué la guerre. Mais il a eu quand même le temps de maîtriser le M23, ça reconnaissait mais ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comment ça? Mais non, c'est pas vrai. Quand vous dites que... On ne parle plus de M23 ici dans ce pays, Maître William. Mais s'il faut aller dans cette logique-là, comment expliqueriez-vous le fait que le M23 a refait surface? Donc c'est comme que... Il y a eu une négociation entre les pouvoirs en place. Le professeur Mbata nous a révélé que le M23 était ici, d'ailleurs logé dans le confort. C'est encore quoi? Fleuve, hôtel du fleuve, quelque chose comme ça. Chère madame, je pense que nous sommes en train de parler des affaires d'État et nous devons dire les choses telles qu'elles se présentent. Je crois comprendre que lorsque le président Félix arrive au pouvoir, il a voulu, ça c'est mon raisonnement, et je pense que c'est le cas. Vous êtes libre. Le président de la République voulait connaître le fond de ce dossier, comme tous les autres dossiers de la République. Parce que avant de devenir président, avant d'accéder aux affaires, vous ne pouvez pas connaître ce qui se passe. Donc, que le professeur Mbata, je vous laisse à vous seul la responsabilité des affirmations que vous avez tenues sur ce plateau, parce que moi je n'ai pas suivi, mais je comprendrais qu'un monsieur qui arrive au pouvoir, lorsqu'il veut savoir, on me parle de M23, mais qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est possible qu'il pourrait avoir eu l'intention de s'enquérir de la situation. Et je vous rappelle, j'ouvre une parenthèse ici, et que, contrairement au régime passé, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dit non à l'intégration de ces gens-là au sein de nos forces armées. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre à son actif. Parce que lorsqu'il a compris que les revendications que ces gens-là présentaient froissaient la République, il a dit non catégoriquement et il reste ferme jusqu'aujourd'hui. Contrairement au régime passé, le chef de l'État avait dit que ce n'était pas le Rwanda qui nous agressait. Contrairement au régime passé, on n'avait pas reçu l'EAC ici. Contrairement au régime passé,
Kabila n'a jamais appelé Kagame son frère. Allez-y. Mais lorsque quelqu'un dit que c'est mon frère, je ne sais pas quelle est la compréhension que vous tirez de ce discours-là. Est-ce que le peuple rwandais est un peuple ennemi pour nous? Absolument pas. Il faut pas mêler les choses. Le peuple rwandais est un peuple frère, parce que le Rwanda sera là jusqu'à la fin des temps. Les frontières ne vont pas se déplacer. Ils seront voisins au Congo jusqu'à la fin. Le problème que nous avons avec le Rwanda est qu'il y a actuellement au pouvoir au Rwanda un groupe d'individus qui pensent que son salut réside dans la déstabilisation du Congo. Et si le chef de l'État dit que le Kagame c'est mon frère, moi personnellement en tant qu'intellectuel, je ne suis pas frustré. Parce que lorsqu'il a compris que c'est le régime au pouvoir actuellement à Kigali est un régime nocif pour la RDC, contrairement au régime passé, pour emprunter votre discours, aujourd'hui, la rhétorique est claire. Nous savons que c'est le Rwanda qui nous agresse, alors que c'était un tabou. Contrairement au régime passé, permettez, madame. Non. Ici, au stade de martyrs, reconnaissez ça. Ça, ce sont des événements spontanés. Ça s'est passé au stade. Il y a un groupe d'individus qui ont fait ce genre de déclaration. Mais ce n'est pas une déclaration à mettre sur le dos du gouvernement, parce que ce n'est pas l'institution qui a acclamé. Donc, les gens qui ont acclamé au stade, ils sont libres de le faire, mais le gouvernement de la République ne va pas endosser ce qui a été fait là-bas. Maître Willy, l'insécurité à l'Est, l'insécurité à Kwamout. C'est vrai, vous cherchez, vous êtes de l'Union sacrée. Je rappelle que Maître Willy, son parti est de l'Union sacrée. On a constaté que l'Union sacrée a une politique ou une logique de victimisation, de justification. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Quand ça marche, Fachi béton. Quand ça ne marche pas, vous accusez les autres. Par là, je vais chuter en posant la question. N'est-ce pas qu'on arrive au pouvoir pour améliorer la situation d'un peuple ou de se justifier? Merci, madame. C'est une question très sage. Je vous en remercie. Je pense que la logique est que lorsque vous arrivez, lorsque vous êtes nommé à une fonction, la première des choses, c'est faire l'état des lieux, n'est-ce pas, de l'institution que vous héritez. Vous êtes congolaise, vous étiez ici à Kinshasa. Quel est l'état dans lequel le président Félix a hérité le Congo? Sur le plan social, sur le plan sécuritaire. J'étais en train de vous parler du régime passé. Ce n'est pas une dérobade. Ce n'est pas pour se disculper. Mais c'est un fait. Le président Kabila a fait 18 ans. Il n'a pas fini la guerre. Soyons au moins gentils. Laissons le président Félix travailler calmement. Parce que si aujourd'hui, le mandat, c'est vrai, on est fait mandat, mais reconnaissons au moins que le président Félix est en train de se battre concrètement pour mettre fin à la guerre. Il a activé un dispositif constitutionnel qui lui était qui était mis à sa disposition. Je parle de l'état de siège. Il a mis en place l'état de siège. Et si vous observez bien, la guerre aujourd'hui n'a plus la même allure qu'autrefois. C'est vrai que l'insécurité n'a pas disparu en soi, mais du moins, il y a des avancées. Parce quoi il y a des avancées? Bounadan a une année aujourd'hui, Bounadan a toujours assiégé. J'en arrive. Non. Vous avez raison, mais j'en arrive. À l'époque, moi je me rappelle, c'est presque tous les jours, ça ne dépassait pas un jour que les vidéos nous parvenaient, n'est-ce pas, où on a égorgé 20 personnes, on a égorgé 50 personnes, et ainsi de suite. C'était quotidien. Mais aujourd'hui, quand même, la situation s'est améliorée. Bon, je suis d'accord sur le fait que... C'est amélioré? Oui, mais bien sûr. Je suis d'accord sur le... S'il vous plaît. Permettez, madame, que je termine mon idée. Allez-y. Je suis d'accord avec vous sur le fait que l'insécurité n'a pas été totalement résorbée. Mais moi, personnellement, je comprends. Parce que contrairement à ce qu'on pense ici à Kinshasa,
L'insécurité à l'Est a pris plusieurs formes. Aujourd'hui, même les Congolais et Congolaises sont acteurs de cette insécurité. Est-ce que vous le savez? Suivez les infos, vous allez... on vous montre une dame, on dit c'est elle qui ravitaille les ADF. On arrête un moto, c'est lui qui donne... C'est-à-dire, la guerre aujourd'hui est devenue un business, voilà, s'il faut le dire comme ça. Donc, ce n'est plus une guerre conventionnelle. Et c'est comme ça que je dis que le chef de l'État a eu la merveilleuse idée de mettre en place l'état de siège. Pour quel résultat? Un fiasco total. Permettez, madame. Parce que petit à petit, il faut comprendre la guerre comme une nébuleuse. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et pour mettre fin à la guerre, ou bien pour désamorcer la situation, il faut y aller palier par palier. Petit à petit, on est en train de mettre la main sur les acteurs. Et ce n'est plus seulement les Rwandais ou les Ougandais. Même des fils de ce pays sont maintenant acteurs de l'insécurité. Mais arrêtez-les, non? Mais ils sont en train d'être arrêtés. Suivez les informations. Moi, j'ai des vidéos qui me parviennent. On a mis la main sur tel monsieur. Lui, c'est le recruteur. On a même découvert qu'il y a des maisons commerciales. Il sera relâché. Hein? Mais non, pas du tout. Il sera relâché. Pas du tout, madame. Comme ça se passe. Non, pas du tout. Je vais rebondir sur cette problématique de la justice. Mais terminons l'insécurité. Nous devons comprendre aujourd'hui que l'insécurité aujourd'hui au Congo est multiforme. Donc, c'est devenu plus difficile parce que l'ennemi n'est plus en face où on peut éliminer facilement. L'ennemi se dissimule dans la population et même des jeunes lambda comme vous et moi sont acteurs de l'insécurité à l'Est aujourd'hui. C'est ça la complexité. C'est comme ça que lorsque vous suivez par exemple les gouverneurs militaires de ces deux provinces, dans leur discours, ils interpellent toujours la population à la collaboration. Parce que les collaborateurs de nos ennemis sont nos frères et sœurs. Il y a des jeunes motards qui vont livrer du matériel. Ils vivent dans la cité. Donc, c'est plus difficile d'attraper un jeune lambda dans la cité que de tirer sur un militaire qui est en face qu'on peut facilement éliminer. Maître Willy Ntsassa, on a d'autres sujets à aborder. On ne peut pas nous attarder par rapport à cette question de la sécurité. C'est vrai que c'est une question très complexe. Tout à fait. Nous allons parler par rapport aux questions électorales. Mais nous revenons toujours par rapport à l'insécurité. Croyez-vous qu'il y aura élection? Je ne peux pas faire une prédiction. Des élections inclusives, transparentes. Le chef de l'État a fait un discours le 30 juin. Et dans ce discours, il a encore une fois plaidé pour le respect du délai constitutionnel. J'espère que vous avez suivi cette adresse. Personnellement, je m'en tiens à ça. Maintenant, après, s'il y a des contraintes techniques, parce que il faut qu'on fasse un choix finalement à un moment. Que voulons-nous? Les élections précipitées ou les bonnes élections? Ah, ça c'est quoi? C'est quel langage ça? Non. Ça c'est quel? C'est ça la rationalité. La rationalité? Oui. Pourquoi vous n'avez pas eu cette même rationalité à l'époque du Joseph Kabila? Mais on est en train de mélanger les choses. On ne mélange rien. Nous sommes en 2023. Vous parlez de la rationalité. Vous avez posé la question, est-ce que nous voulons des élections précipitées ou des élections, je ne sais pas, vous avez dit quoi encore? Non, il faut choisir entre des bonnes élections. Des bonnes élections ou des élections précipitées. Oui. Je pose la question. Vous avez dit qu'il faut être rationnel. Pourquoi vous n'avez pas été rationnel à l'époque de Joseph Kabila? Trop de pression, des élections dans le délai. Mais les pressions, il y en aura toujours. Vous n'allez pas reprocher aux opposants d'avoir fait leur travail. Aujourd'hui, M. Fayulu est un opposant, il fait son travail. Et c'est dans l'ordre naturel des choses. Je voulais vous dire, je suis allé dans ce sens-là. C'est une hypothèse. J'ai commencé par dire que le chef de l'État a parlé du respect du délai constitutionnel. Moi, je suis là. Maintenant, il peut arriver, parce que je sais que vous faites allusion au discours du président de la CENI. Lui, c'est un technicien. Moi, je ne m'opposerai pas si lui, M. Kadima, nous dit, écoutez, chers Congolais,
j'ai besoin, par exemple, de 3 mois supplémentaires pour faire les choses correctement. Personnellement, ça ne me dérangerait pas. Ça ne dérangerait pas? Ça ne me dérangerait pas, d'autant plus que je souhaiterais que les élections soient les plus ordonnées possibles. Mais je me souviens, l'UDPS ou l'opposition d'antan, en tout cas, s'était opposé contre le discours de Corneille Nangaa en disant qu'il n'était pas, il ne serait pas à mesure d'organiser les élections dans les délais. Madame, l'organisation des élections, c'est beaucoup de choses. Le karma existe, hein? Non. Déjà, je vous rappelle que nous devrions avoir élection en 2016. Il n'y en a pas eu. Ils nous ont bouffé 2 longues et pénibles années, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut parler d'une jurisprudence? Moi, je ne voudrais pas aborder dans ce sens-là. Seulement, nous devons aimer le pays et être rationnels. C'est quoi aimer le pays? Les élections... Par aimer les pays. Non. Les élections, il faut d'abord comprendre que les élections, c'est beaucoup d'argent. Il faut voir au niveau du trésor public s'il y a suffisamment de moyens pour affecter. Je crois avoir entendu M. Kadima dire qu'il lui fallait à peu près 300 millions et qu'il n'en avait que 30, sauf erreur de ma part. Alors, que voulons-nous exactement? Si l'État, le trésor public n'est pas suffisamment alimenté à l'instant parce qu'on ne va pas tout déverser dans les élections, alors qu'il faut payer les militaires qui sont en train de se battre pour nous à l'Est. Il faut payer les enseignants, il faut payer le médecin, il n'y a pas que les élections. Donc, à un certain moment, je parlais de l'amour du pays parce que nous devons comprendre. Il ne faut pas suivre les politiciens qui sont en quête du positionnement. Ce discours-là, c'est un discours des politiciens. Mais nous, peuple, nous les Congolais, nous devons comprendre que s'il faut reporter les élections, c'est une hypothèse, je ne confirme rien. Si vraiment les contraintes sont telles que l'on doit décaler les élections de 5 ou 6 mois, pourvu que tous les préalables des fonds et des formes soient rencontrés, personnellement, ça ne me dérangerait pas. Vous ne voyez pas que c'est décevant de voir le fils du Sphinx de l'Humité, paix à son âme, fonctionner de la sorte? De quelle sorte exactement? Laissez-moi. Oui, allez-y. Il a été un opposant. Il a travaillé au sein de l'UDPS, le parti de son père. Ils ont mis mal à l'aise, le pouvoir précédent par rapport aux élections. Et je me dis, pourquoi ils ne devaient pas faire le contraire? Parce que c'est quand nous constatons qu'ils nous ont vendu du vent. À l'extérieur, il y avait eu de beaux discours. Nous allons prêcher sur la légalité, le délai constitutionnel, mais voilà aujourd'hui. Mais vous êtes déjà en train de faire un procès contre le président Félix pendant qu'il n'a encore rien fait. Ça, c'est un procès d'intention. Ça se voit, ah non, pas du tout. Ça se voit. Non, pas du tout. Les élections, c'est ça a toujours été ainsi. Nous sommes en RDC, c'est comme ça. Madame, les élections, c'est en décembre. Nous sommes au mois de juin. Au mois de juillet. Nous sommes le 6 juillet. Donc, ce que vous dites, c'est un procès d'intention. Parce que le chef de l'État a dit le 30 juin dernier qu'il tenait aux élections dans le délai constitutionnel. Ça, c'est ce qu'il a dit. Lui, c'est l'homme des promesses. Il promet souvent, ça ne se réalise pas. Mais tous les hommes politiques du monde promettent. Ça ne se réalise pas. Lui, quand il promet, en tout cas... Il a promis la gratuité. Il a promis la gratuité, ça s'est réalisé. Avec quelle qualité? Mais de quelle qualité vous parlez? De quelle qualité vous parlez? Maître Williams, vous avez fait des bonnes études. Est-ce que votre enfant peut étudier dans une école de gratuité? Mon premier fils est à Maloula, pour ne pas citer l'école. C'est une école publique et je suis très fier de lui. C'est impeccable. Parce que Maloula est une école catholique. Madame, non. Madame, les catholiques ont une éducation qui se diffère des autres. Madame, moi je suis en train de mener une lutte. C'est celle qui consiste à détacher le peuple des discours des politiciens. Il y a des choses qui se sont entremêlées. Ces discours-là, ce n'est pas notre discours à nos peuples. C'est un discours des politiciens qui sont mal à l'aise avec cette bonne initiative du chef de l'État. Il y a même des gens qui sont venus sur le plateau pour dire c'est prématuré. Alors que la Constitution... Il n'avait pas raison. Mais non, pas du tout. La Constitution a prévu la gratuité depuis 2006.
Mais tout se planifie, Maître Williams. Non, madame. Tout se planifie. Il n'y a pas d'infrastructure. Madame, nous ne serons... La mécanisation des nouvelles unités. Madame, cette façon de penser est dangereuse. Si vous suivez l'histoire de la plus grande nation au monde, les États-Unis, lorsqu'ils ont commencé, il y avait 13 colonies. 13 colonies pauvres. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est la plus grande puissance au monde. Il n'y a jamais de bon moment. On ne sera jamais prêt. Ces discours-là, c'est un discours de politiciens. Il faut les refuser. Est-ce que vous ne voyez pas la manière dont l'éducation de nos enfants s'abrutit? Je ne suis pas d'accord. Vous dites que non, ça a toujours été ainsi, les débuts. Madame, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est une bombe à retardement. Mais non, pas du tout. Pourquoi? Parce que un parent qui autrefois ne pouvait pas envoyer les enfants à l'école, faute de moyens, aujourd'hui, il peut le faire sans débourser un franc. À ces parents-là, s'ils vous entendent parler... Dans la médiocrité. Il ne va pas vous... Les enfants, certains étudient dans... Qu'est-ce que vous appelez médiocrité, madame? Mais non, mais ça a toujours existé. Quitte à nous, Congolais, d'améliorer les choses. Mais il ne faut pas dire que la mise en œuvre de la gratuité ne devrait pas l'être parce que... Ça, c'est un raisonnement... Nous sommes en train de niveler vers le bas. Nous devrions y être depuis 2006. Niveler vers le bas, ce n'est pas lorsque l'éducation ne fait que... Le niveau de l'éducation ne fait que s'affaisser, mais c'est lorsqu'on réfléchit, on dit que non, il fallait planifier. C'est ça, niveler vers le bas. Donc, vous êtes en train de me dire que le niveau de l'éducation était très haut avant la gratuité. Ça c'est pas vrai. Le problème est que il faut comprendre la difficulté du Congo dans sa globalité. Autant le domaine, le secteur, par exemple, de l'agriculture est défaillant, autant la justice, peut-être qu'on va y revenir, autant il y a des sérieux problèmes au niveau de la justice, autant il y a des problèmes au niveau de la territorialité. Aller dans nos bureaux de quartier, il n'y a rien. Mais le problème, permettez madame, allez-y. Je voulais que nous comprenions que le problème de la République, il est global. Il faut pas s'accrocher sur un aspect pour diaboliser une si belle initiative. Alors, quel est le secteur dont le chef de l'État a réussi? Dans quel secteur? Il est en train de... Le social chaotique. La sécurité, n'en parlons pas. Dites-moi, dans quel secteur? Parce que vous le vantez trop ici sur mon plateau. Non, nous ne vantons rien. Je vais peut-être vous décevoir. Mais en 4 années, en 4 années de mandat, vous ne pouvez pas faire de miracle. Je vais peut-être vous décevoir. Pourquoi? Parce que pour un pays comme le nôtre, en fait, quand vous dites qu'il a réussi, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Mais le développement est d'abord un facteur intérieur. Le développement, c'est d'abord endogène avant d'être exogène. Est-ce que nous-mêmes, le Congolais, dans nos habitudes de chaque jour, est-ce qu'on est prêt au développement? Est-ce qu'on est prêt au changement? Le chef de l'État n'est pas un magicien. Le pays est grand. Il y a 26 provinces. Lui, il est ici à Kinshasa. Il a parlé du changement. Est-ce que ceux qui sont en province ont compris le message? Maître Williams. Permettez, madame. Donc, il faut... Parce que si nous ne comprenons pas le paradigme, nous faisons fausse route. Le chef de l'État a donné un ton. Lui seul ne va pas changer le pays, que personne ne vous trompe. Si nous réfléchissons comme ça, nous sommes à côté. Le chef de l'État ne va pas à lui seul transformer le pays. Moi, je suis content pour lui parce que il frappe même dans sa propre maison. Quand il y a mais bien sûr. Comme qui? Non mais attendez, je ne citerai pas les noms, mais moi j'en connais. Quand il y a un collaborateur dans sa maison, un conseiller proche qui se méconduit, il est sanctionné. ça, on n'avait pas vu. Permettez, madame, le conseiller Lobo avait falsifié sa signature. Il y a eu une arrestation de façade pendant 2 semaines. Il est allé en Europe. Mais pourquoi vous parlez d'une arrestation de façade? Il a été arrêté. La loi prévoit... mais bien sûr. Est-ce que vous connaissez... La théâtralisation. Mais non, ça encore, ces discours-là encore,
Augustin Kabou, le secrétaire général de l'UDPS, a dit c'est notre pouvoir. Celui qui osera de déranger notre pouvoir, donc au Kabou, il a été arrêté. Je laisse à monsieur Augustin Kabouya l'entière responsabilité des propos qu'il a eu à tenir. Moi, j'étais en train de vous expliquer. Mais il est dans la propre maison du chef de l'État. Non, non, c'est un chef de parti. La maison à laquelle je faisais allusion, c'est le cabinet politique et le gouvernement. Les collaborateurs du chef de l'État savent que avec lui, on ne badine pas. Maintenant, après, les brebis galeuses, il y en a partout. Parce que, je viens de vous dire ici tout à l'heure, l'état psychologique du Congolais actuel, nous ne sommes pas prêts au développement. Est-ce que ce nous devons changer. Pas aussi question de vision? Attendez, vous êtes de l'Union sacrée. Oui. Quelle est la vision de l'Union sacrée? La vision de l'Union sacrée se résume en une chose. Laquelle? Le peuple d'abord. Ça veut dire quoi le peuple d'abord? Le peuple d'abord, c'est... Il faut placer l'intérêt du peuple congolais au centre de tout. C'est ça la pensée maîtresse du chef de l'État. Parce que beaucoup de gens ont tendance à polémiquer sur... Non, il n'a pas de... Si, le chef de l'État a une ligne qu'il suit. Et la vision, c'est le peuple. Pourquoi le peuple? Parce que si vous observez le Congo depuis du temps de Mobutu, nous sommes mal à l'aise quand on consulte l'histoire. Mais c'est l'histoire qui doit nous enseigner. Si vous observez l'historique de ce pays, Deuxième République, le régime passé aujourd'hui, vous constaterez que tous ceux qui sont passés se sont servis. Ils sont partis millionnaires, milliardaires. Comme ça, c'est fait aujourd'hui. Il y a des millionnaires. Permettez, madame. Il y a des millionnaires aujourd'hui, oui. Non. Le seul perdant... Permettez, madame. Le seul perdant, c'est le peuple. C'est comme ça que le chef de l'État, lorsqu'il a accès au pouvoir, il dit, moi, dans ma façon de fonctionner, le peuple d'abord. C'est une grande vision que personne ne vous trompe. Attendez. Maintenant, mais on ne voit pas ça. Oui. Non, écoutez, madame. Ce n'est qu'un slogan creux. S'il vous plaît, madame. Je suis d'accord sur le fait que le Congolais souffre. Nous souffrons tous, que personne ne vous trompe. Nous sommes ici, nous vivons ici à Kinshasa. Je me demande si Pichu Boulamatari vit le peuple d'abord. Je me demande si Martin Kabunda vit le peuple d'abord. Si Mifi Kanoumangue vit le peuple d'abord. Je me demande. Ou encore Aimé Matondo. Madame, je me demande s'ils vivent ça. Je voulais vous expliquer un fait. Nous sommes tous Congolais, nous vivons ici. Les souffrances, nous les vivons tous. Que personne ne vous trompe. Nous sommes tous dans les mêmes difficultés. La différence, peut-être, c'est dans l'analyse. Moi, je sais que le niveau dans lequel s'est trouvé le pays en 2019, parce que moi, je soutiens le chef de l'État. Je le soutiens parce que c'est un monsieur qui est sincère envers le peuple. Et ça, moi, j'aime. N'est-ce pas? Il est sincère? Le niveau... Oui. Permettez que je termine. Allez-y. Le niveau dans lequel s'est trouvée la République démocratique du Congo au lendemain des élections, 3 ans après, s'il y a des gens qui pensaient que on va appuyer sur un bouton et il y a des légumes qui poussent, des immeubles qui poussent, c'est une erreur. Il faut y travailler. Je suis d'accord que ça n'avance pas aussi vite qu'il le fallait. J'en suis parfaitement d'accord. Seulement, le retard que nous connaissons n'est pas la faute du président Félix Tshisekedi. Alors qui la faute? La faute... Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Mais non, reconnaissez ça. Il faut nuancer ce que nous avons toujours l'habitude de dire. Je vous donne un exemple. Nous avons souvent l'habitude de citer, pour exemple, le Botswana, n'est-ce pas? Le Botswana, effectivement, aujourd'hui, c'est le pays peut-être le moins corrompu d'Afrique. Vous savez quand est-ce qu'ils ont commencé à travailler sur ça? Il y a 40 ans. Le premier président qui a mis de l'ordre, il est métis, je n'ai plus son nom. Ça fait plus de 30 ans. La comparaison n'est pas raison. Non, mais c'est faux. En matière des États, on peut copier de bonnes choses. C'était juste pour vous dire que le travail doit être fait dans la durée. Les efforts, l'Europe, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était en ruine. Il leur a fallu 30 ans
les 30 glorieuses pour que l'Europe soit ce qu'il est aujourd'hui. Attendez. Donc l'idée qu'on est en train de vouloir mettre dans nos têtes, comme quoi, une année après, à ça les lorotés. Attendez. Cette pensée-là, il faut la chasser. Je me souviens du propos du chef de l'État. Il a dit, dans mon mandat, vous les policiers, $400, bon, vous en avez dit, où sont les jeeps? C'était sorti de sa propre bouche. En parlant de la sincérité, en quoi le chef d'État est sincère? Il ne connaît même pas son salaire. Non, mais comment ça vous Il a dit qu'il ne connaît pas son salaire. Le montant qu'il est payé, il ne connaît pas. Il a dit ça, non? Le chef de l'État a un salaire et son salaire est dans le budget, dans la loi des finances. Consulter la loi des finances. Mais il ne connaît pas ça, il a dit. Non. Il faut pas prendre les mots. Ce ne sont pas mes mots. Il a dit ça dans une émission à Goma. Il a dit que je ne connais pas mon salaire. Le chef de l'État a d'abord une dotation, que je sache. C'est combien? Non, il faut consulter la loi parce que ça varie, ça baisse et ça augmente. Dans chaque loi des finances, il y a une dotation prévue pour le fonctionnement. Maintenant, en tant que fonctionnaire de l'État, entre guillemets, en tant qu'agent public, parce que le chef de l'État est au service du pays, donc il a forcément une rémunération. Son salaire, certainement, doit figurer dans la loi des finances. Le chef de l'État qui a le souci du peuple, dans un discours, il a dit, ou dans une émission, il a dit, si je ne me trompe pas, qu'il souhaite à ce qu'on puisse encore majorer les émoluments des députés. Dites-moi un peu. Cette affaire de $21 000 là. Pour commencer, ce n'est pas le chef de l'État il a même offert des dons de palissades aux députés nationaux. Ce n'est pas mauvais. C'est ça le peuple d'abord. Non. Les députés aussi, c'est le peuple. Peut-être là où je suis d'accord avec vous, c'est que il fallait faire la même chose aux fonctionnaires. Et ça a été fait aussi. Peut-être dans des proportions moindres. Mais vous pouvez comparer le salaire d'un fonctionnaire à un député? Je ne suis pas... $21 000. Je ne suis pas en train de Madame, je ne suis pas en train de faire... Reconvertissez ça en francs. Combien? Allez-y. Comprenez-nous, madame. Je ne suis pas en train de défendre les députés nationaux. J'étais en train de vous expliquer que les députés aussi, c'est le peuple, n'est-ce pas? Ce sont des Congolais. Ils ont reçu mandat de la population. Ils perçoivent ce qu'ils perçoivent. Peut-être que ça ne reflète pas la réalité congolaise. C'est ça peut-être le choc. Parce que ce que les députés nationaux perçoivent, ça ne reflète pas la réalité que nous avons dans notre pays. Mais moi, je pense que les autres corporations, il y a eu des augmentations. Les fonctionnaires ont connu des augmentations aussi. Mais il faut continuer dans cette lancée-là parce que le salaire était trop bas. Il y a eu des augmentations, mais ce n'est pas toujours consistant parce que le fossé était trop grand. Donc, que le chef de l'État dise qu'il faut augmenter. Personnellement, je n'ai pas suivi, donc je me réserve de commenter. Je ne sais pas d'où est-ce que vous tirez cela. Mais les députés aussi sont des Congolais. Sont des Congolais spéciaux qui devaient avoir des dons. Je suis équilibré. Des jeeps de palissade. Non, madame, je suis équilibré. Qui ont valu au moins 27 millions de dollars. Je suis équilibré dans ce que je dis. Je ne suis pas en train de défendre les députés, mais tant de députés que les autres corporations, les autres ministères ou les autres agents de l'État, tout le monde a droit à une bonne rémunération. Donc si les députés touchent déjà un salaire assez important aujourd'hui, il est tout à fait normal qu'un plaidoyer soit fait dans le sens de l'augmentation des autres agents. Et voilà, nous faisons la course avec le temps. Parlons un peu de votre parti politique. Maître Williams, est-ce qu'il était évident que Mme Adèle crée un autre parti politique avec toute cette multitude? Plus de 900 partis politiques. Bon, l'évidence découle de la loi. Parce que la loi de 2004, je crois, sur les partis politiques, donne droit à tout Congolais de créer son parti. Elle est tout à fait libre. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il faut démanteler ce secteur-là? Parce que c'est un de trop, hein? Oui, pourquoi pas. Je pense qu'il y a déjà des initiatives dans ce sens-là. On peut faire comme aux États-Unis, par exemple. Il y a des démocrates et des républicains. Tous les partis sont regroupés par idéologie.
les libéraux sont d'un côté, les sociaux-démocrates de l'autre, etc. Mais c'est comme vous disiez tout à l'heure, la comparaison n'est pas raison. Les partis au Congo ne fonctionnent pas de la même manière ou ne sont pas créés dans le même contexte qu'ailleurs. Donc, ça serait trop facile de dire qu'il faut réglementer. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a quand même beaucoup de partis politiques au Congo. Ce n'est pas un parti mallette. Qu'est-ce que ça veut dire, un parti? AAD, votre parti, ce n'est pas un parti mallette. Ça veut dire quoi? Des partis qu'on a créés, comme avait dit Jean-Marc Kabound. On va créer des partis politiques. Ça ne fait pas partie de ces partis-là, de ces formations politiques-là. AADC, c'est une grande formation politique. Structure. Mais je vous dis la vérité, venez au siège du parti. Nous sommes à Limité, première rue. C'est un grand parti politique. Un parti qui va faire la différence lors des élections prochaines. C'est une grande machine politique. Nous avons tenu une matinée politique dernièrement, mais c'était terrible. C'est la grande sœur du chef de l'État, la présidente, Mme Adel. C'est une Congolaise. C'est une Congolaise et elle est au service de son pays. Quelle est la vision de votre parti? Bon, d'abord, il faut savoir que AADC, qui veut dire Alliance pour les actions de développement du Congo, est un parti sociodémocrate. C'est ça l'idéologie du parti, n'est-ce pas? Nous sommes des sociodémocrates. Et la doctrine que nous défendons au parti, c'est le patriotisme. Au niveau de AADC, chez nous au parti, notre doctrine, c'est le patriotisme. Pourquoi le patriotisme? Parce que dans la patrie, le patriotisme découle de la patrie, n'est-ce pas? Oui. Dans la patrie, il y a la notion du sacrifice suprême, du sacrifice jusqu'à la mort. On défend le pays jusqu'au sacrifice suprême. C'est ça la patrie. C'est comme ça qu'on dit que la patrie est sacrée. On ne trahit pas la patrie. Et c'est ça la doctrine au niveau de AADC. Parmi vous, il n'y a pas de traîtres? Non, nous n'avons pas de traîtres. Les traîtres, pourquoi? Qui est-ce que vous appelez traître? C'est moi qui pose des questions. Nous n'avons pas de traîtres, madame. AADC, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, est un parti structuré. Nous avons une présidente nationale, en la personne de madame Adel Kabena, que vous venez de citer tout à l'heure. Il y a un secrétaire général. C'est qui? Maître Koupa Eloy, un monsieur chevronné qui tient le parti de main de fer. Et puis, nous avons toutes les autres structures. Nous avons un interfédéral, monsieur Arsène. Il n'y a pas le tribalisme dans votre parti politique? Pas du tout. Pas du tout. Un parti tribal ne peut pas... D'ailleurs, il est interdit au parti. Parmi les interdictions prescrites dans la loi qui crée ou qui organise le parti politique, il est strictement interdit à un parti d'avoir une connotation tribale. Moi, je suis du Congo central, je suis dans ce parti-là. Il y a des autres du Kasaï, de l'Équateur, de Sankourou. Alors il y a le tout le monde. CG? Le secrétaire général Koupa Eloy, je crois que il est du Kasaï, je crois. Mais pourquoi président du Kasaï, le CG aussi du Kasaï? Mais, cohérent, non? mais vous ne parlez que de deux là. Le parti n'est pas constitué que de deux personnes. Il y a l'interfédéral qui était là. N'est-ce pas? Donc, voilà. Quelle est l'idéologie? L'idéologie du parti, c'est comme je venais de vous le dire, nous sommes des sociodémocrates. Nous sommes un parti socialiste, un parti de gauche. Donc, chez nous mettons un accent sur l'intérêt général et l'intérêt commun. Apparemment, c'est le même discours. Hein? Mais non, mais c'est ça l'idéologie. Le même discours avec plusieurs partis politiques, Donc, l'intérêt général, l'intérêt du peuple. J'aimerais un peu savoir quelle est la touche particulière de votre parti politique. Non, madame, j'aimerais qu'on se comprenne. L'idéologie, c'est le positionnement, c'est l'alignement du parti. Dans la constitution des partis politiques, il y a des partis de droite, ce qu'on appelle des libéraux, comme les républicains, etc. Et il y a des partis de gauche, des partis socialistes. Nous sommes
un parti de gauche. Mais nous sommes sociaux-démocrates. C'est ça l'idéologie du parti. Donc nous, chez nous, le combat, ce n'est pas la liberté, mais c'est l'égalité. C'est très différent. La liberté, c'est des partis républicains. La libre entreprise, l'enrichissement. Il y a des gens qui vont réussir, et d'autres qui vont échouer, tant mieux. C'est ça, les libéraux. Nous sommes des socialistes. Nous sommes pour l'égalité. C'est-à-dire que, c'est comme vous venez de dire tout à l'heure, si le député national touche le montant que vous avez évoqué, il faut aussi que le militaire qui est en train de risquer sa vie à l'Est puisse aussi gagner dignement, et nous défendons cela. Maître Willy, votre parti, vous défendez les actions du développement du Congo, c'est ça, non? Je rappelle que vous êtes candidat. Je suis candidat député provincial pour la circonscription de Mongafula. Ok. Nous aurons aussi une émission en parlant de votre vision pour la commune de Mongafula. Exactement. Mais j'aimerais poser une question. Aujourd'hui, s'il s'avérait que Dieu fait grâce, vous êtes élu député provincial. Vous estimerez que votre émolument soit à combien? Ça c'est une question difficile parce que... Comment difficile? Oui, je vous explique. Parce que vous prônez l'action du développement du Congo. J'en arrive, madame. La légalité. J'en arrive. Il faut répondre à deux niveaux. Votre question mérite une réponse à deux échelons. Premièrement, vous parlez de moi. Et je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que chaque être humain ne souhaite que le meilleur pour lui. Mais dans le contexte politique, lorsque vous êtes au service de l'État, vous êtes tenu à un certain nombre de principes, n'est-ce pas? Les députés nationaux qui sont là, ce n'est pas moi qui commencerai avec l'Assemblée provinciale. Nous avons déjà une Assemblée qui est là, qui siège. Donc, ils ont déjà des émoluments qu'ils perçoivent aujourd'hui, dont j'ignore la hauteur. Et si Dieu faisait grâce, et je sais que ça sera le cas, et que je suis élu député pour la commune de Mongafula, je peux vous assurer d'une chose, qu'en tant que cadre de AADC et en tant que sociodémocrate, je me battrai pour que les émoluments qui nous seront alloués ne soient pas scandaleux. Vous estimez combien? Je ne peux pas estimer. 2000 $? Je ne peux pas estimer. Vous avez peur? Je ne sais pas vos électeurs. Je ne saurais pas estimer, malheureusement. Maître Willy Tsassa, votre parti existe depuis combien de temps? Le parti existe depuis un certain nombre d'années, mais il faut le reconnaître que le parti est en train de connaître actuellement une explosion de gloire, si on peut le dire. Mais le parti existe depuis déjà un certain nombre d'années. Parce que la plupart de nos cadres supérieurs du parti sont des vieux routiers en politique. Il n'y a pas de novices là-bas. Tant la présidente nationale, Madame Adel Kabena, et que le secrétaire général et même les autres chefs du directoire national, tous sont des chevronnés en politique. Et c'est d'ailleurs ce qui explique le succès que nous sommes en train de connaître. Mais on ne sent pas votre parti, hein? Mais je suis là, on en parle aujourd'hui. On ne sent pas votre parti. Non, mais c'est peut-être vous qui... Est-ce que votre parti, attendez un peu, vos candidats dont vous faites partie, vous allez convaincre aux élections? Non, je suis sûr presque à 100% que vous irez avec quel discours? Comment ça, quel discours? Moi le discours, il est simple. Il faut... Moi, je pense que la meilleure chose pour un candidat, c'est la sincérité. Si vous êtes sincère, les électeurs vont voter pour vous. Vous serez élu. Moi, je serai sincère comme je l'ai toujours été. Et même ma base à Mongafula, certains, peut-être qui auront l'occasion de visualiser cette émission, ne me contrediront pas lorsque je vous dis que j'ai toujours été sincère et je le serai. Votre parti, quelles sont les actions du développement
qu'il mène. Non, mais nous ne sommes pas encore au pouvoir. Nous sommes un parti qui existe, mais nous ne gérons pas. Tout ce que nous avons un projet de société, nous avons des statuts qui prévoient ce que nous allons faire. Je connais des partis qui entreprennent des actions sur terrain, de microfinance, de l'agriculture. Déjà, ils ne sont pas au pouvoir, mais quand même, on sent ces actions-là. Madame... Vous, ça se limite que dans des discours. Madame... Il n'y a rien de concret. Madame, un parti politique qui commence à vendre du manioc, du maïs, ce n'est pas un parti. Un parti politique est créé dans le but de conquérir le pouvoir et de l'exercer le plus longtemps possible et de le conserver le plus longtemps possible par voie démocratique. Maintenant, au sein du parti, il y a des fondations, il y a des structures, mais ce n'est pas ça le parti. Le parti est créé pour présenter une vision à la population et tenter de convaincre la population afin de gagner sa confiance et de prendre le pouvoir pour l'exercer. C'est ça la finalité d'un parti. Donc, je ne saurais vous dire maintenant quelle action de développement nous avons menée parce que nous ne sommes pas au pouvoir. AADC n'est pas au pouvoir. Nous sommes alliés d'un parti au pouvoir, mais nous ne sommes pas au pouvoir. Ce n'est pas le programme. Allié auquel parti? L'UDPS, n'est-ce pas? Parce que le chef de l'État actuel de la RDC a été présenté par l'UDPS. Tous les partis qui sont autour de l'UDPS sont des partis alliés. Donc nous, en tant que AADC pris singulièrement, nous avons une vision politique qui nous est propre, mais que nous n'avons pas encore mis en œuvre parce que nous ne sommes pas encore aux affaires. Lorsque nous allons prendre le pouvoir, si l'histoire le permettra, nous allons mettre en œuvre la vision qui ira dans le sens de privilégier l'émergence de la République, le progrès du citoyen congolais. C'est-à-dire il faut investir dans l'homme congolais. Parce qu'un être humain qui n'a pas encore compris son intérêt n'est pas prêt au développement. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, le développement, c'est d'abord une notion intérieure avant d'être extérieur. C'est d'abord endogène. Pour construire une route, il faut d'abord la concevoir. Donc les Congolais, c'est comme ça que s'il y a dans mes interventions, j'ai toujours demandé au chef de l'État d'entreprendre des réformes structurelles. Parce que la manière dont les choses sont en train de se dérouler actuellement, il va falloir faire un lavage de cerveau pour que nous, Congolais, comprenions que ce pays est à nous et que nous lui devons le meilleur de nous. C'est de cette manière-là que nous allons relever le pays. Maître Willy, c'est ça le combat. Vous allez devoir regarder la caméra, adressez-vous au public le mot de la fin. Je remercie tous les compatriotes qui auront l'occasion de suivre cette émission et je demanderai à chaque Congolais de faire confiance en l'avenir de ce pays. Le Congo est beau, le Congo est grand et il exige de nous de la grandeur. Lorsque nous comprendrons cela, le Congo va émerger de soi. Lorsque les colons sont arrivés dans ce pays, il n'y avait ni route, ni maison, mais ils nous ont laissé les bijoux que nous connaissons. Donc tout est possible. Mais pour qu'on y arrive, nous, Congolais, devons au préalable comprendre que ce pays est à nous et nous devons le protéger. Le protéger comment? En étant sérieux lorsque on vous confie une responsabilité, en état conséquent. Parce qu'aujourd'hui, je suis triste, même lorsque, par exemple, on arrête des officiers de l'armée ou de la police qui sont en train de vendre des effets militaires aux rebelles. Merci, Maître Willy. Ça dénote que nous avons cessé d'aimer le pays. Et ça, c'est très grave. Donc, aimons le pays et travaillons pour son émergence et l'histoire nous mettra du bon côté. Merci. Maître Willy, c'était pour nous un honneur, un plaisir de vous recevoir sur le plateau d'Actu 60.
C'est moi qui vous remercie et je sais que je reviendrai encore. Effectivement. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous vous rappelons que nous avions reçu une intelligence congolaise en la personne de Maître William, excusez-moi, on est habitué, Maître William Tchassa Kokolo. Il est cadre du parti AADC, de Madame Kabena Adel. On a eu à parler, l'émission était vraiment à bâton rompu. Je dis merci au bourgmestre de la commune de Matete qui nous suit depuis sa maison, Jules Mukumbi. Vous luttez, vous prônez la justice, vous prônez de bonnes œuvres pour l'épanouissement de votre commune. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, les amis de l'Institut littéraire de Selemba, Iles Forever. Vous êtes nombreux, pas moyen de citer. Merci beaucoup à Enoch Mbala. Merci à Light Moutonjo, que Dieu vous bénisse. Merci à Gina Koyangele, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège son peuple. Au revoir. Inch'Allah.